Merci, Monsieur le Président, le professeur Jean-Pierre Thierry. Merci. Je remercie également mon directeur de mémoire, le professeur Ida Sélien et également le professeur en charge d'évaluer ce travail, le professeur Marc Félix Céline. Je vous remercie également, chers assistants, de votre participation à la séquence. Notre travail de recherche s'inscrit dans le champ des neurosciences cognitives et plus particulièrement dans le champ de la neuroéducation. Et il a été rédigé strictement selon les normes de l'Association américaine de psychologie. Notre sujet de recherche est la suivante: la concentration et la performance scolaire chez un groupe de 162 élèves des deux sexes âgés de 15 à 23 ans de 3 écoles secondaires de la commune de Payan au cours de l'année académique, au cours de la première période de l'année académique 2021-2022. Et en ce qui a trait à la charpente de notre travail, nous avons une introduction générale, la méthode, les résultats, les discussions et la conclusion générale. En fait, il faut dire que la performance scolaire constitue depuis longtemps un problème majeur qui attire l'attention de chercheurs de différents domaines scientifiques. Et de nombreuses études ont insisté sur le fait que la performance scolaire, une régulation de la performance scolaire des élèves, permettra à ces individus de contribuer au développement économique, social et politique de leur environnement. Ici, pouvoir réguler la performance scolaire des apprenants est un moyen efficace de mettre un terme à la pauvreté et assurer le développement économique des pays en développement. Dans notre étude, la performance scolaire se réfère à la moyenne générale des notes de l'élève aux examens. Et le niveau de performance peut être fort, moyen ou faible. La performance scolaire, comme on le voit dans la littérature, empêche à l'école de remplir sa mission, qui est de former des citoyens capables de contribuer au développement de la communauté. Donc, en cumulant échec, abandon et décrochage scolaire, les institutions scolaires peuvent passer à côté de leur mission. De fait, Stanislas Dehaene a considéré l'attention comme le premier pilier explicatif dans le processus d'apprentissage dans son modèle des 4 piliers de l'apprentissage. Ainsi, dans cette étude, il est question de travailler sur l'effet de la concentration comme composante de la notion sur la performance scolaire des élèves. Et la concentration dans notre étude fait référence à l'ensemble du processus d'attention, s'étendant du moment de l'attention sélective, qui est le fait de sélectionner ce sur quoi porter son attention, et l'attention soutenue, qui est le fait de maintenir cette attention sur une longue période. Comme objectif de la recherche, notre étude vise à montrer l'influence du niveau de concentration sur le niveau de performance. Et comme hypothèse de recherche, nous supposons que les apprenants ayant un niveau de performance scolaire, un niveau de concentration plus élevé, auront également un niveau de performance scolaire plus élevé. Comme méthode, pour atteindre notre objectif et vérifier notre hypothèse, nous avons recruté 245 participants dans 3 écoles secondaires à Payan. Et notre population finale était constituée de 162 participants parce que, en fonction du test que nous avons utilisé, le test d'évaluation concentrée du premier temps, et dû au fait également qu'il y a des participants qui n'ont pas participé à l'évaluation finale pour le trimestre, donc nous avons enlevé les participants qui n'ont pas répondu aux critères, à savoir avoir un score du niveau de concentration et également avoir une moyenne pour la première période de l'année académique. Et nos participants sont âgés de 15 à 23 ans et notre population contient 98 filles et 64 garçons. Pour une moyenne d'âge de 18 ans et une école-type de 2,90-45. Les participants, il faut le préciser, n'ont présenté aucun trouble
au cours de leur histoire clinique, ni même au cours de l'étude, susceptibles de biaiser notre étude. Ce travail s'inscrit dans le champ de la recherche quantitative et elle est de nature corrélationnelle prédictive. Il faut dire que la corrélation prédictive, c'est le fait d'utiliser un travail en établissant une variable, en utilisant une variable quantitative, pendant qu'on établit, on choisit lequel de ces deux variables va entretenir une relation d'influence sur l'autre variable. En ce qui a trait à la méthode de recueil des données, nous avons utilisé deux stratégies, l'observation documentaire et le test d'attention concentrée depuis quelque temps. Le test d'attention concentrée nous a permis d'avoir les informations nécessaires sur le niveau de concentration des participants et l'observation documentaire pour pouvoir consulter le bulletin scolaire des élèves pour pouvoir obtenir des informations concernant leur performance scolaire. Nous avons retenu 3 niveaux d'analyse dans le cadre de cette étude. 3 variables dans le cadre de nos analyses. Une variable dépendante, la performance scolaire, une variable indépendante, la concentration, et des variables sociodémographiques, l'âge, le sexe, le niveau de scolarité et les institutions scolaires. Nous avons utilisé le logiciel SPSS pour faire les analyses statistiques et nous avons également effectué 2 niveaux d'analyse. Une analyse bivariée qui nous a permis d'utiliser le coefficient de corrélation de personnes pour établir le lien, la relation existante entre la variable indépendante et la variable dépendante. Nous avons également utilisé le test de Student pour regarder les effets en fonction du sexe et la NOVA pour vérifier l'influence du niveau de scolarité et de l'institution scolaire. Et nous avons également réalisé un 2e niveau d'analyse. Pourquoi? Parce que nous avons voulu déterminer ou quantifier l'influence de la variable indépendante sur la variable dépendante. De ce fait, nous avons utilisé une analyse de régression linéaire qui nous a permis de déterminer un coefficient de détermination pour pouvoir quantifier l'influence de la concentration sur la performance scolaire. Et comme résultat, nous avons trouvé dans notre premier niveau d'analyse sur la concentration et la performance scolaire, le coefficient de corrélation R égale à 0.3237 au seuil de significativité de 0.05, donc 95% retenu pour notre étude. Donc, puisque le coefficient de corrélation est positif, nous sommes en mesure d'affirmer que plus le score de concentration augmente, plus le score de performance scolaire est élevé. Et nous avons également utilisé le coefficient de corrélation pour déterminer la relation entre l'âge et la performance scolaire comme variable sociodémographique susceptible d'influencer la performance scolaire. Et on a relevé une corrélation négative, donc faible, entre la performance scolaire et l'âge. Ce qui veut dire que l'âge influence faiblement la performance scolaire, mais cette influence-là n'est pas statistiquement significative. Pour le sexe, nous avons utilisé le test de Student pour comparer le niveau de performance scolaire des filles et des garçons. Et également, le sexe n'a pas eu d'influence significative sur le niveau de performance scolaire. Maintenant, pour la performance scolaire des élèves en fonction des institutions scolaires et du niveau de scolarité, nous avons utilisé une analyse de variance, la NOVA, et nous avons pu constater que le niveau de scolarité, de performance scolaire des élèves est influencé par l'institution scolaire et par le niveau de scolarité. Donc, une fois que, par exemple, l'institution de Saint-Marc-de-Canel a des élèves qui sont plus performants que l'institution Notre-Dame de Mélissan, qui a des élèves plus performants que le collège Notre-Dame de Guadeloupe. Et on a vu également qu'en fonction du niveau de scolarité, par exemple, les élèves de la NS4 sont plus performants que ceux de la NS3, qui sont eux plus performants que ceux de la NS2, qui sont eux plus performants que ceux de la NS1. Donc, nous avons ensuite procédé à une analyse multivariée.
en utilisant un modèle de régression linéaire pour mesurer l'influence des variables indépendantes et sociodémographiques sur la performance scolaire. Et nos résultats ont confirmé le coefficient de détermination R carré de 0,46. Ce qui nous a permis de dire que à chaque fois que le niveau de concentration ou le score de concentration de l'apprenant augmente de 1 point, le niveau de performance scolaire augmente de 0,028. Et ceci nous a permis de confirmer notre hypothèse selon laquelle plus la concentration d'un apprenant est élevée, plus sa performance scolaire le sera également. Et ces résultats sont en accord avec d'autres études dans la littérature. Il faut dire que notre étude, comme toute étude scientifique d'ailleurs, comporte certaines limites. Et il faut dire que nous l'avons réalisé sur une population qui n'est pas représentative de la population scolaire haïtienne. Notre population ne comportait que des adolescents et des jeunes adultes. Ce qui veut dire que nos résultats sont considérables uniquement pour la population d'études et ne peuvent pas être généralisés à l'ensemble de la population scolaire haïtienne. Les salles des institutions scolaires dans lesquelles nous avons réalisé notre étude comportaient moins de 25 élèves. Ce qui veut dire et le climat de la zone également, avec moins de crise et de turbulence, peuvent avoir influencé leur niveau de concentration. Notre travail a été réalisé dans le Grand Sud, à Paris, de l'année. Donc, quelques mois après le tremblement de terre du 14 août, qui a, entre guillemets, touché le Grand Sud fortement. Donc, nous supposons que dans d'autres périodes, nos résultats auraient pu être différents. Mais cette recherche revêt d'une grande importance sur le plan éducatif. Sur le plan social, elle peut contribuer à amener les acteurs éducatifs et les enseignants à développer et utiliser des techniques pouvant stimuler la concentration des apprenants en classe. Sur le plan clinique également, notre étude peut permettre aux psychologues et autres professionnels travaillant sur les difficultés scolaires de mieux situer l'impact de la concentration sur la performance scolaire. Et sur le plan scientifique, elle ouvre la voie à d'autres recherches dans le champ de la neuroéducation en Haïti et plus particulièrement sur la performance scolaire. Je vous remercie d'avoir suivi la présentation. Merci. Il y a plusieurs catégorisations et là on est dans la méthode quantitative et j'ai spécifié que j'ai réalisé une recherche corrélationnelle prédictive. Et la méthode corrélationnelle prédictive permet de prendre deux variables quantitatives, de les mettre en place et de vérifier l'influence, la relation qui existe entre ces deux variables-là. On choisit dès le départ une variable indépendante, prédictive, et on choisit également l'autre variable qui sera notre variable dépendante ou expliquée. Maintenant, ce qu'il y a dans la corrélation, c'est que avec la corrélation prédictive, il est permis de choisir sa variable indépendante dès le départ. Parce qu'avec la voie secondaire, on a vu que en utilisant la méthode corrélationnelle, on ne peut pas se permettre de dire, par exemple, telle ou telle variable va avoir telle influence sur telle ou telle variable. Mais les chercheurs ont pris un exemple dans leur document de méthodologie pour expliquer qu'il est possible d'utiliser ces deux variables et de choisir lequel pourra influencer l'autre. Ils ont pris un exemple clair. Ils ont dit, par exemple, le nombre de tours, par exemple, sur Jeanne Masse, ici, si quelqu'un fait du sport, le nombre de tours que cette personne l'a fait ne peut pas en effet déterminer l'âge de la personne. Mais par contre, l'âge de cette personne-là peut déterminer le nombre de tours qu'il fera. Donc, en effet, c'est ça.
expérimentale. Elle est une méthode non expérimentale. La deuxième question, quel a été le défi que vous avez choisi pour réaliser, n'est-ce pas, cette recherche? Quand vous dites défi, parce que votre objectif final, c'était comment est-ce que, disons, la performance, comment la performance est-elle influencée par la concentration? Donc, quelle a été la stratégie mise en place pour mesurer ce? C'est ça le défi. Ok, la stratégie mise en place a été de recruter les participants dans les institutions mentionnées dans l'étude et nous nous sommes rendus sur place et nous avons réalisé une demande auprès de cette institution avec un document que le secrétariat nous a donné. Mais comment avez-vous choisi ces sujets? Oui, voilà, je viens d'arriver. Nous les avons choisis par leur présence, nous avons pu éviter les biais de représentation liés à l'échantillonnage. Donc, quelle a été votre méthode d'échantillonnage? Nous avons réalisé une étude sur les participants présents le jour de la réalisation du travail de terrain. Donc, avez-vous choisi l'échantillonnage probabiliste ou non probabiliste? Non, on n'a pas choisi d'échantillon. À partir, on a réalisé l'étude sur les groupes présents au moment où nous avons réalisé l'étude. Est-ce que c'est probabiliste ou pas? Est-ce que c'est probabiliste ou non? Est-ce que c'est probabiliste ou non probabiliste? Juste pour voir, parce que c'est important. Oui, je sais, monsieur. Voilà, donc ce qu'on a fait, on a choisi, on a fait une préparation au préalable de défi, comme vous l'avez mentionné, pour mener l'étude sur les élèves du niveau secondaire, que ce soit le niveau secondaire 1, 2, 3 ou 4. Okay, vous avez été dans trois écoles, n'est-ce pas? Oui. Prenons une de ces écoles-là. En y arrivant, comment vous avez procédé? Ok, ça c'est dans la description du travail, dans la présentation de la recherche, après avoir été introduit dans les salles par le responsable de l'établissement, on a expliqué le travail aux participants qui après ont donné leur approbation et on a réalisé le travail et l'enquête avec tous les participants qui sont présents dans la salle. Donc d'après vous, c'est probabiliste ou non probabiliste? En fait, je n'ai pas capitalisé sur le fait que ce soit probabiliste ou pas, par le simple fait que nous avons choisi de réaliser l'étude sur l'ensemble de la population présente de l'expérimentation. Donc ça veut dire que c'est expérimental. En fait, c'est pas comment dire, je ne sais pas trop comment je vais l'expliquer, mais ce qu'il y a, c'est qu'avec la méthodologie de l'Université de Laval, on décrit la population comme une recherche. Et comment dire, empirique, mais elle est non expérimentale. Je ne sais pas comment ils ont utilisé pour expliquer cela. Bon, voilà. C'est pourquoi vous travaillez sur la question de c'est important parce que dans un cadre de travail, on ne devait pas parler d'échantillonnage parce que la formule expérimentale n'est pas essentielle. Dans les études de ça mais quand on parle d'échantillon, il faut une méthode de choix de l'échantillon, c'est à ce moment-là pour avoir des Quels ont été vos critères d'inclusion? Avoir entre 15 et 24 ans, être disponible dans l'institution scolaire au moment de la passation du test, le cas nous conduit à consulter leur bulletin scolaire après les examens de fin de période et également être dans le niveau secondaire 1, 2, 3 ou 4. Et également ne pas avoir plus de problèmes qui leur empêchent de réaliser l'activité qui est la réalisation du test d'attention, la passation du test d'attention concentrée de l'UQEP. Ok. Quels ont été vos critères d'exclusion? Ok, les critères d'exclusion étaient
de repérer les copies dans le test après l'évolution des participants ayant obtenu un indicateur de performance globale élevé ou un nombre d'erreurs également élevé. Ceci est déterminé dans le manuel du test par le terme de syndrome U. Et lorsque le cas de syndrome U est atteint, donc on enlève directement le participant. Et également, lorsque le participant n'a pas terminé son examen de fin de période, nous permettant d'avoir accès aux notes pour pouvoir mesurer sa performance scolaire. Donc ces participants-là également ont été exclus. Et quels ont été vos critères de jugement? Critères de jugement, les critères de jugement, ce sont les critères qui vont permettre de savoir si votre objectif est atteint ou pas, mais si votre hypothèse est confirmée ou infirmée. Ok, c'est en analysant les résultats. Nous avons premièrement effectué une analyse de corrélation en utilisant le modèle de corrélation de personnes qui nous a permis de déterminer la relation. Est-ce qu'il y a relation entre la concentration et la performance scolaire? Lorsqu'on est en phase de variables quantitatives, c'est à peu près la première chose qui vient en tête. Déterminer la relation entre eux. Est-ce qu'il existe une relation dans ces deux variables? C'est ce qu'on a fait en utilisant le coefficient de corrélation de personnes qui avec 0,3237 pour seuil de significativité de 95% nous a permis de dire qu'il existe une corrélation. Puisque le coefficient est positif, nous avons dit que cette corrélation est également positive. Et en disposant les scores des élèves, malheureusement il n'y a pas de projection, je ne peux pas montrer la figure. En disposant les points, nous avons pu tracer une droite qui est montante, ce qui explique que la corrélation est positive. Mais ce qu'il y a avec la majeure partie des études réalisées sur l'attention de manière générale et la concentration en particulier, c'est que les études se limitent à déterminer la relation entre ces deux variables. Et sur ce point-là, notre travail apporte un apport capital. Nous avons non seulement déterminé la relation entre la concentration et la performance scolaire, mais nous avons également, par le biais de l'analyse de régression linéaire, produit ce qu'on appelle le coefficient de détermination, qui dit que à quel niveau la variable indépendante est déterminante de la variable indépendante. Et c'est ce qu'on a vu dans les résultats en disant que pour chaque point de concentration, du score de concentration, la performance scolaire augmente de 0,028. Est-ce que vous pensez que c'est spécifié dans notre travail? Nous avons même une partie avec les facteurs pouvant influencer la performance scolaire. Parce que la performance scolaire est multifactorielle. Il y a plusieurs facteurs pouvant déterminer, influencer la performance scolaire. il y a plusieurs facteurs? Exactement. Excellent. Et je pense que c'est parce qu'elle est multifactorielle, le coefficient de corrélation n'est pas suffisant. Donc, il fallait faire effectivement la régression. Maintenant, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'en lisant le tableau de cette régression, je n'ai pas vu ces autres facteurs. Je n'ai pas vu les poids de chacun de ces facteurs-là sur la performance. Par exemple, on s'est traité nous avons dit que nous avons choisi l'approche et les neurosciences. Donc, dans le champ des neurosciences cognitives, précisément ce que nous avons utilisé, on ne peut pas tout étudier parce qu'il y a des facteurs qui sont dans ce champ de recherche-là. Donc, nous avons utilisé, nous avons regardé l'influence de l'attention de manière générale, de la mémoire, des fonctions exécutives, des stratégies d'apprentissage, des stratégies cognitives, des débats cognitifs. Donc, nous ne sommes pas arrivés aux facteurs d'influence psychologique ou même, je dirais, psychopathologique, parce que nous avons, dans ce premier niveau de travail, sur des sujets apparemment simples, normaux,
Mais nous avons également préféré d'utiliser les facteurs qui sont dans le champ de la politique. Le problème, c'est par rapport aux systèmes. Parce que vous êtes basé sur les réseaux de comparaison, etc. Or, vous avez une simple des moyennes, la moyenne obtenue par ces élèves et les élèves pratiquement différents. Déjà, ce ne sont pas les mêmes classes, ce ne sont pas les mêmes élèves, ce ne sont pas les mêmes professeurs. En ce qui concerne les programmes que nous basés sur le programme de l'Institut de l'Éducation nationale. Qui vous a dit que ce programme a été vraiment vu? Comme ça, nous donnons des liens. Quand vous faites la comparaison des écoles, de la performance des résultats des élèves, nous ne comprenons pas pour cette raison. Et donc la question maintenant, c'est quel type de lien que ça nous donne pour rechercher. Ok. Dans un premier niveau, si vous me permettez, professeur, je veux préciser que le test que nous avons utilisé est indépendant de la notion de performance elle-même. Donc le test exclut la possibilité que l'intelligence influence les résultats des participants. Le test d'étude à notion concentrée. Donc le test, c'est clairement indiqué qu'après les études corrélationnelles entre les mesures d'intelligence et la concentration, c'est pas, comment dire, il n'y a pas de relation ou des corrélations faites et non significatives. Donc, ce qui veut dire que ça exclut l'hypothèse d'influence de ces autres facteurs. Mais comme limite, nous avons bien spécifié que notre étude comporte certaines limites. Et merci d'en ajouter, professeur, parce que nous n'avons pas, nous n'avons pas pu réaliser l'étude sur une plus grande nous n'avons pas pu réaliser l'étude sur une plus grande population. Nous n'avons pas pu inclure également les différentes catégories qui participent. Par exemple, dans la problématique, on a spécifié qu'il y a des différences au primaire, au secondaire. Par exemple, une étude a montré que du gouvernement de la République d'Haïti, réalisée en 2004, nous a montré que près de 74% des élèves qui ont débuté la primaire ont avancé vers le cycle supérieur. Par contre, près de, je crois que c'est 26% ont été soit abandonnés, soit tenus en échec. Donc, on a vu que dans cette même proportion-là, arrivé en classe des cycles du secondaire et du secondaire, il y a seulement 22% de ces élèves qui arrivent. Ce qui veut dire qu'il y a autant de facteurs d'influence de la performance que nous pouvons également voir. Donc, c'est également une limite dans notre étude de l'évolution. Très bien, Emmanuel. Merci, professeur Cyril, pour ces échanges fondamentales dans notre test. Vous m'entendez très bien? Non. Je n'oubliez pas que la soutenance, elle a une valeur formative fondamentale. Les étudiants, c'est pourquoi vous êtes là maintenant. Non. Je remercie le professeur Cyril pour cette mission qui nous permet de proposer à notre événement une question aussi. Monsieur Emmanuel Poivet, vous constatez qu'il y a des limites dans le cadre de votre travail, comme tout travail scientifique. Supposons que vous soyez en maîtrise. C'est vrai que la formation que vous recevez au programme et vous recevez au niveau de mon laboratoire, moi c'est une formation doctorale, même que c'est un travail que vous réalisez au niveau de la licence. Imaginez que demain, vous serez en maîtrise ou bien au doctorat, vous allez répliquer ce travail, la réplication. Qu'est-ce que vous allez faire pour pallier à ces limites? Qu'est-ce que vous pourriez dire à un étudiant ici qui aimerait travailler, répliquer le travail? Je me suis dit que c'est possible. Donc, pour pallier à ces limites, ce
On a les principes de ce que vous enseignez aux étudiants. Si nous veulent travailler dans le cadre scolaire, c'est que le travail, il faut aussi, si vous avez reprendre ce travail en études pratiquement, comment vous allez faire, comment pour partir à ces Merci. Merci, professeur. Dans un premier temps, pour pallier à ces limites, je dois utiliser une population représentative de la population scolaire haïtienne. Et dans une étude avancée également, c'est permis d'utiliser plusieurs variables. Donc, du coup, j'ai en tête d'utiliser d'autres variables qui sont des traits courants, présents journalièrement dans le pays pour essayer d'isoler l'influence de la performance de la concentration sur la performance. On va essayer de voir quelle est la part directe de la concentration. C'est fait dans plusieurs études, par exemple sur la concentration, et il y a d'autres institutions, d'autres chercheurs ou d'autres institutions qui viennent poursuivre ces études en tenant compte de leurs limites pour pouvoir écarter, je dirais, ces limites-là, pour permettre à cette étude-là d'être beaucoup plus représentative sur l'ensemble de la population. Ok. Une autre question, toujours par rapport à la régression, parce que quand on fait la régression, il faut toujours avoir un groupe de référence. Je n'ai pas dit le groupe de référence. Quel a été votre groupe de référence? En fait, j'ai utilisé le document que j'ai utilisé, je ne sais pas s'il existe quelque part, mais en méthodologie de la voie des collaborateurs, ils ont spécifié que la réflexion doit être réalisée à la suite de la population pour établir un R carré qui est une seconde coefficient de corrélation qu'on appelle coefficient de détermination. Mais nous avons réalisé notre régression sur la même population avec laquelle nous avons réalisé l'étude et l'analyse corrélation. C'est comme si on n'est pas descendu avec parce que vous savez pourquoi, du point de vue historique, est-ce que vous savez pourquoi, du point de vue de l'histoire des sciences mathématiques, on était c'est à la base 58. On a vu qu'il n'existe pas de différence significative en fonction du sexe. Et les variables sociodémographiques? Les variables sociodémographiques, qu'est-ce que vous en avez? Oui, on a vu que, par exemple, l'âge, même que non significatif, exerce une influence négative sur la performance scolaire. Donc la performance scolaire diminue faiblement avec l'âge. Et nous avons également fait ces mêmes analyses pour les institutions scolaires. Nous les avons comparées et nous avons vu par exemple que l'école de Saint-Marc-de-Ganet et l'école de Notre-Dame d'Obéissance, il y a une différence, mais qui n'est pas statistiquement significative. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on avait vu et on a également vu que les élèves d'un niveau supérieur sont plus performants que les élèves de niveau élevé. D'accord. Comment est-ce que vous avez compris cela avec l'âge, la performance, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je n'étais pas attendu à un tel résultat. Mais cela nous a permis de questionner, en fait, parce que nos participants sont dans une moyenne d'âge très jeune. Donc, si c'était genre réalisé dans des participations, nous aurions pu prédire, ou je ne sais pas, et considérer l'influence de l'âge sur la performance scolaire parce que c'est dit que
la performance décroît à mesure qu'on avance en âge. Mais étant donné que nous avons majoritairement des jeunes et des adolescents, donc nous ne nous étions pas attendus à un tel résultat. Est-ce que vous avez dit quoi de leurs conditions socio-économiques? C'est ce que fait, et comme on dit, l'évaluation socio-économique, c'est de nous permettre d'avoir des informations sur ces sujets-là, puisque nous avons regardé la performance du point de vue individuel, et nous l'avons spécifié dans notre problématique, parce que nous avons présenté l'approche socio-économique qui... Oui, nous avons fait le choix d'utiliser l'approche neuroscientifique. Donc, ce qui fait que nous avons seulement présenté l'approche socio-économique, mais nous n'en avons pas tenu compte dans le cadre de nos analyses. Ça pourrait permettre d'expliquer, je ne sais pas, peut-être avec l'âge, il y a beaucoup de besoins, on va satisfaire, l'élève est obligé de faire beaucoup de choses, ça a beaucoup de choses aussi. Peut-être que ça, c'est pas parce que moi c'est compliqué. L'âge médian, c'était quoi? C'était 18 ans. Avec maximum de 23 ans. 23 ans? Je vais ajouter quelque chose parce que c'était un intéressant à la ça nous permet vraiment d'avancer certains éléments. La concentration. Maintenant, je suis en train de faire face à quelque chose de terrible dans le cadre de mon laboratoire de recherche. C'est pour la première fois que je suis frappé de ce que je peux appeler du laxisme en matière de temps. Ça veut dire que les étudiants ils travaillent. Ils n'ont pas un professeur pédagogique, mais donc ils veulent réaliser le travail de Imaginez-vous, j'ai des étudiants qui habitent dans des hôtels. Même le professeur, tout le monde ici en Haïti, on est dans une condition morbide. Vous savez c'est quoi? Je parle de condition morbide. Est-ce que vous l'avez? Oui. Hein? On est à un niveau clinique morbide, c'est vraiment, c'est mal. Vous voyez? C'est comme si on dirait qu'on est presque tous avec de la définition, n'est-ce pas, où je l'ai dit. Donc, en termes de concentration, c'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié les questions que vous avez posées en termes de groupe des élèves, comme ça, de l'école. Nos écoles congréganistes font quelque chose sur les élèves. C'est difficile de concentrer dans une... Parce que les tests ne sont pas quand même deux, quoi. Par exemple, dans quelle langue ce test a été écrit et dans quelle langue vous avez administré le test aux élèves? Est-ce que vous avez procédé à la traduction de ce test? Si oui, quelle est la méthode de traduction que vous avez utilisée? Ok, merci pour cette excellente question, professeur. En fait, c'est une des limites de notre travail. Parce que le test qui est standardisé sur la population, standardisé sur plusieurs langues d'utilisation, nous avons utilisé la version française de 1998. Donc, le test est, comment dire, peut quand même avoir des biais culturels, même lorsque c'est spécifié dans le manuel, qu'à chaque traduction, on essaie de standardiser le test pour les populations. Mais il n'y a pas eu de standardisation sur la population haïtienne. C'est pourquoi, étant donné qu'on est une société bilingue, on a utilisé la version française tout en précisant et en fin de travail que cela peut constituer une limite où des biais culturels peuvent avoir influencé les résultats des participants à notre test de concentration. Très bien. Ce qui signifie que les systèmes n'ont pas été traduits en créole. Non, c'est en français. Donc, on vous dit que... Oui, mais ce qu'il y a, professeur, c'est que dans le manuel du test, quelqu'un donne la possibilité d'expliquer aux participants de quoi il s'agit. D'ailleurs, il nous a donné la possibilité d'utiliser le tableau, même quand on a affaire avec des adolescents et des jeunes adultes. Donc, ce qui a fait qu'en utilisant le tableau, nous sommes, puisque c'est une thèse de bagage, nous sommes assurés que les participants ont bien compris. Et il y a une page de test où
où il y a une ligne d'essai, où il y a une ligne d'exemple, où les participants n'ont que 3 caractères qui sont nécessaires à passer un trait dessus. Et il y a également une ligne d'essai où les participants devront exécuter la même tâche qu'ils auront à réaliser sur la page de test. Et si après vous demandez est-ce que les participants ont compris, il y a une personne qui n'a pas compris, vous devriez reprendre l'explication jusqu'à ce que ces personnes-là soient au même pied d'égalité et là vous reprenez l'expérience jusqu'à la fin. Pour la question du professeur, si vous voyez tellement c'est intéressant parce que c'est comme la soutenance, c'est l'apprentissage des professeurs. Il y a de nos jours, il y a une approche qui est très découragée dans le cadre de la psychologie clinique et de la neuropsychologie clinique. C'est l'approche psychomédicienne. Qu'est-ce que cela veut dire en termes d'approche psychomédicienne? C'est, vous savez très bien de la. J'allais utiliser exactement les méthodes proposées dans le modèle théorique de Stanislas Dehaene. Il nous a dit que nous devrions premièrement agir sur l'attention des élèves et en agissant sur l'attention des élèves, et l'attention c'est, en fait, Dehaene l'a dit en 2018 dans une conférence présentée à l'Université de Poitiers, il a expliqué que à l'heure où nous sommes là, l'attention est quelque chose qui a une extrême importance pour les études. Il s'agit de l'argent. Vous devez nous convaincre pour qu'on vous donne $1 million. Quand les pratiques sont pas faits pour avoir l'argent, vous ne pouvez pas vraiment agir et vous permettre d'élever les meilleures performances. Ça prend un pays à Voilà, j'allais y arriver, professeur. D'accord, directement commencer par faire des formations à la fois pour les apprenants et les professeurs. Parce que ce qu'il y a surtout dans la neuroéducation, c'est que les apprenants n'ont pas conscience de la manière dont ils apprennent. Donc, ce qui influence négativement et même très négativement leur performance. Et les professeurs également qui enseignent n'ont pas conscience de comment cela fonctionne dans le cerveau en termes d'apprentissage. Donc, j'allais directement m'investir dans la formation des enseignants pour comprendre comment cela fonctionne, comment fonctionne le cerveau lors des apprentissages et avec les apprenants pour qu'ils comprennent également comment fonctionne leur cerveau quand ils apprennent. Et ça, on appelle ça de la métacognition. Ça va les permettre à ces participants d'avoir une connaissance de leur manière d'apprendre et comme ça, ils pourraient utiliser des stratégies adaptées cognitives et métacognitives pour pouvoir augmenter leur niveau de performance. Professeur, il va former toute institution ça en fait, pour moi, c'est capital. Parce que c'est comme passer un projet de la ville, professeur, c'est privé. C'est un projet principal, c'est de prendre des formations supérieures en neuroéducation et tourner l'investir dans la formation professionnelle avec apprenants pour permettre que la performance scolaire pays a augmenté. Parce que comme nous, dans le nouvelle problématique là, augmenter la performance scolaire apprenant dans le pays, c'est possibilité de nous assurer le développement économique du pays avec des apprenants qui sont performants. Très bien, Mando. Mando, on pose une question. Mando, allez, ça pose une question classique. On pose une question, on va valoriser votre temps. Mando, je suis sur $1 million. Comment on va utiliser? Vous dites, voilà, la formation, d'accord. La formation, ça, parce que c'est une question d'attention, concentration, attention, quelle est donc la porte d'entrée de l'attention? Dans le cadre de la neuropsychiatrie, quelle est donc la porte d'entrée de l'attention? Quelle est donc la porte d'entrée de l'attention? Ok, d'abord, vous travaillez dans quel domaine? Dans le domaine de la neuropsychologie. Ok, dans la neuropsychologie, très bien. Vous travaillez dans le domaine de la question est fondamentale. Vous comprenez que vous pouvez prendre une question à parler d'utiliser, vous avez vraiment des séantants, vous avez valorisé la porte de l'attention, vous avez mais attention, c'est attention, le problème, c'est le problème. Vous pouvez pas me dire à mon frère,
Le problème de la concentration est fondamental pour la performance scolaire, c'est très bien. Mais quelle est donc la porte d'entrée de l'attention? Vous ne doit pas investir dans l'attention pour former une armée, oui, d'abord, pour qu'on ait touché parce que la réalisation est sphérique, et des travail sur lui, ça va comment on a proposé, etc. Mais ou même, quelle est donc la porte d'entrée de l'attention? Pas bien que c'est le monté, c'est on va pas regarder pour la concentration. Vous devez nous investir dans l'attention. Maintenant qu'on va former sur l'attention, sur la concentration, et puis on regarde comme la gaspiller. Mais quelle est donc la porte d'entrée de l'attention? Et ça fait important de questions des facteurs, d'autres facteurs. Je vais parler d'autres facteurs en neuropsychologie, d'accord. Qui facteur? Et cette question, c'est la question pour laquelle nous ne pas d'entrée de l'attention. En fait, par contre, ce qui est principalement là de l'école, mais pour attention, principalement pour donner attention à cette concentration, c'est à travers ce qu'on appelle l'attention sélective et excusez-moi, l'attention, la concentration fait partie de l'attention. Oui, oui. Vous voyez, le processus. Mais quelle est donc la porte d'entrée de l'attention? Ça, c'est l'inhibition progressive. Les fonctions exécutives. Vous avez investi dans les fonctions exécutives, c'est particulièrement dans le cadre de l'inhibition. Un étudiant ou un élève qui a sous-proportionnel, vous voyez, vous pourriez comprendre que c'est le problème d'attention, mais ce n'est pas un problème de l'attention, parce que vous allez plonger dans ce que je l'appelle toujours, faux positif et faux négatif, en clinique ou bien en recherche. L'attention peut être un trouble attentionnel, peut être un faux positif dans le cadre de l'influence de la performance scolaire. Tu peux m'expliquer? Tu peux l'expliquer. Pourquoi? Parce que s'il y a un problème d'inhibition, la capacité inhibitrice, qui est une fonction exécutive, c'est fondamental pour l'apprentissage. Et quand je parle de l'apprentissage, pour l'attention et la mémoire. Donc, merci, félicitations. Moi, je vous conseillerais de faire respirer le résumé, en commençant par une petite introduction aux éléments objectifs du travail. Ensuite, vous donnez la méthode, résultats, des conclusions, qui va donner des décisions à prendre. Et finalement, Merci. Nous travaillons avec APA. Dans le cadre de l'APA, c'est pas recommandé pourquoi parce que dans le résumé, on doit tout voir là. Vous voyez, on doit voir les problématiques de problème. On doit avoir méthode, on doit avoir instrument, on doit avoir résultat, on doit avoir tout doit être dans le même. C'est ça le mettre dans la problématique, vous voyez. Parce que moi, je pense pas, tu vas faire une évaluation. Je sais que mon évaluation, Vous permettez de réagir? Oui, et professeur, pour le résumer, en fait, ce qu'il y a dans notre méthode, c'est que ce n'est pas nécessaire de les séparer, mais il est clairement spécifié dans notre document de travail qu'il doit y avoir dans la problématique résumée en une ou deux phrases, il doit y avoir les participants et leurs caractéristiques, il doit y avoir les principales caractéristiques de la méthode, les principaux résultats et les conclusions et les implications ou applications de l'étude. les considérations éthiques, puisque vous avez les élèves. Quelles sont les considérations éthiques que vous avez suivies pour réaliser? Ok, comme considération éthique, nous l'avons précisé dans notre chapitre de la méthode. Nous sommes assurés de présenter, de répéter la même expérience dans chaque salle de classe avec le président. Et sur le plan éthique, nous sommes basés sur le consentement ou, je dirais, la vie positive des directions d'école pour contrer les contraintes éthiques pour les élèves qui n'ont pas encore eu une âge majeur
pour pouvoir prendre leurs décisions eux-mêmes. Très bien. Le consentement, c'est une très bonne chose. Également, pour respecter l'autonomie des élèves. Exactement. Demander le contrôle des plus âgés au parcours de l'élève mineur. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, en termes de davantage de risques, quels ont été les risques pour cette recherche et les avantages que vous avez poussé à la réaliser? Quels sont les risques, le rapport avantage-risque. Quels ont été les risques dans le travail, les sujets, et quels ont été les avantages? Et est-ce que ces avantages sont été supérieurs par rapport aux risques? En fait, les participants nous avons expliqué comment dire la réalisation, l'objectif de la réalisation du travail aux participants et nous les avons clairement expliqué que cela n'influence pas leur résultat et qu'ils sont libres de ne pas participer parce que c'est un travail où la participation est volontaire. Je ne sais pas si j'ai répondu aussi. Ça, c'est l'autonomie, c'est le consentement. Les risques. Quel risque il y a pour un élève comme ça qui est dans la classe là, on passe le test de concentration? Quel risque ça a pour lui, par exemple? Ah, ok. Il y a ce qu'on peut appeler. Qui sont des faits, éthiquement, le risque ça, il n'est pas possible. Ou bien, on joue dans l'avantage qui allait au-delà de lui, effectivement, il faut faire le traitement quand même. Ok. Risque qui était gagné, c'était peut-être risque qui était gagné. On trouve un écart entre période pour passer test là et période petit groupe local pour aller dans l'examen. Donc, ça qui est dans le constat de Dakar influencer les résultats. Donc, c'est pour ça. Il faut pas avoir le risque en termes mais pour le sujet lui-même, c'est-à-dire pour l'élève, est-ce que ce sont des classes mixtes où il y a des garçons et des filles? Oui. Mais cet exemple, ce sont des adolescents. On dit que nous avons gagné notre finalité dans la classe. Et puis, on passe des soins, on voit que faire performance, le ménage au courant, l'entraîner bien, on risque. L'émotion négative, l'émotion négative. L'entraîner bien, on risque. Mais qui sont des faits, ou bien je limiter le risque. Ou bien, même je ne peux pas limiter, mais ça peut être comme avantage la recherche qui fait que vous dites que ça vaut quand même la peine en dépit de risque. Ok. Bon, il y a une question pas bien saisie et training, mais ce que je devais faire, ça me déplaît pendant l'étude, c'était Donnez-moi les avantages, les avantages d'une telle recherche. On dit que vous faites ça, vous le faites quand même. Quels sont les avantages? Ah, ok. Bon, ça, c'est, si vous permettez un professeur, il partit de constat étiquette personnelle. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais disons que avantage c'est que c'est gagner assez d'informations sur influence, concentration, sur performance scolaire, ça qui permet de développer des stratégies, permet une augmentation de la performance scolaire des apprenants. Et également, c'est privé, mettez un chiffre, ce qu'on appelle la quantification, c'est de quantifier l'influence de performance scolaire là, pour permettre que les décisions qui prennent en termes de différents programmes et pour permettre que le professeur de tout soit capable de développer de plus bonnes aptitudes pour permettre une performance scolaire. Ces enfants-là qui ont participé à ce travail, donnez-moi l'avantage. Qu'est-ce qu'ils ont tiré? Qu'est-ce qu'elles ont tiré de ce travail? Ils sont faits plus haut. Ok, vous fait. C'était seulement bien vous mettez en confiance sur réalisation activité et assurer de confidentialité chacun de vos et assurer tout de participation dans le travail là, pas changer rien dans l'application dans l'école. Donc ça fait créer une sorte de CD de performance la caillou, c'était faire nous comprendre que réalisation des études là, non seulement volontaire, mais indépendamment de toute tâche académique que nous avons réalisée par nous. Lorsque je vais dans l'élève, il y a un problème. C'est qui sont faits pour ça? En fait, nous n'avons pas parlé de cas
direct, et l'État a des problèmes. Mais lorsque, depuis la présentation, il est spécifié dans le manuel du test que si quelqu'un, par exemple, a des problèmes visuels, parce que c'est un test quand même l'attention visuelle concentrée. Par exemple, vous faites que l'influence, c'est pas besoin d'influence, concentration va mettre sur performance. On a fait un élève qui a une performance et qui n'est pas correct. Par rapport à ça, on n'a pas de l'élève, ça a fait pour eux. Non, mais je n'avais pas d'attente à la professeure. Mais du point de vue éthique, il faut qu'il soit fait. Sur l'avantage qui t'a dit du point de vue éthique, conditionner nous-mêmes pour dire ça. C'est pour soit local. Mais le point de vue, on va mesurer concentration sur performance. Donc, où est-ce que vous faites une bonne performance? Parce que c'est moi qui vous fais le choix, vous vous présentez là, il faut que vous la taille. Il soit fait pour moi. Ok, bon, ça, par contre, les professeurs se permettent, mais avec structure que la haïtien, nous offrons des activités de formation qui permettent que les étudiants aient plus habilité dans les institutions scolaires pour permettre de gérer les données. Oui, mais il y a un contrainte, il y a également une contrainte budgétaire. On y a pensé, mais. C'est appliqué. Même si il faut la besoin de faire, mais il faut dire que même éthiquement, mais sinon, l'éthique est là, comme ça. Oui, vous pouvez faire des choses là même, c'est ça, parce que vous pouvez pas faire l'apprentissage pour les sujets, et en fonction des problèmes qu'on a, il y a même action. J'ai trouvé que le niveau de concentration influence positivement le niveau de performance scolaire de l'enfant. Concentration et la performance scolaire. J'ai un groupe de 62 élèves, des deux sexes, du niveau scolaire, âgés de 15 à 23 ans. Dans 3 écoles de la commune de Payan, en fait sa commune natale. Au cours de la première période de l'année académique 2021, en fait, il a été excellent. Il a fait une excellente performance.